Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous annuel consacré, au cours duquel nous allons parcourir toute l'actualité légale, également toutes les évolutions produits. Nous sommes ensemble pour environ 1h45 et nous serons 6 intervenants pour cette session. Je suis accompagnée ce matin d'Agnès, directrice juridique, également de Jérémy, Product Manager sur la partie bulletin de paye, responsable de toute la partie bulletin de paye. Nicolas André, qui est VP FinTech. Également Michael, qui va nous rejoindre tout à l'heure sur la partie BI, chef de produit sur la partie BI. Et Xavier, responsable support et opération, donc au support. Alors, ce programme va se dérouler en 3 temps. Donc, nous allons démarrer avec, dans une première partie sur les actualités réglementaires, donc les actualités légales, conventionnelles et DSN. Nous aborderons ensuite toute la partie produit, toutes les évolutions produits, avec un premier axe, toutes les évolutions pour renforcer le cœur de la paye. Donc, tout ce que nous avons mis en place pour plus d'automatisation et nouvelles fonctionnalités pour optimiser les traitements de la paye. Nous aurons un deuxième axe sur toutes les évolutions pour faciliter les échanges avec vos clients, donc avec MySilae. Et nous aborderons les outils de reporting, des reporting réglementaires légaux avec par exemple la BDES ou encore l'index égalité femmes-hommes avec Silae BI. Et la troisième partie de cette session sera consacrée aux priorités produits. Et nous aurons le plaisir de découvrir en avant-première tous les nouveaux outils digitaux que nous mettons à votre disposition au niveau du support pour mieux vous servir. Alors, cette présentation, tout le document que nous allons présenter aujourd'hui vous sera remis, sera mis à votre disposition dès lundi dans la base de connaissances. Vous verrez, c'est un document assez dense dans lequel nous avons mis beaucoup d'informations avec des liens vers des articles détaillés. Et donc, ça sera quelque chose que vous pourrez réutiliser pour approfondir les sujets que nous allons présenter ce matin. Également, la présentation est enregistrée. Donc, le replay sera également disponible dans la base de connaissances donc lundi. Et également, vous avez accès à un chat et nous allons répondre tout au long de la présentation, dans la limite évidemment du nombre de participants. Alors, quelques chiffres clés aujourd'hui. Silae, c'est 6,8 millions de bulletins de paye produits chaque mois. Et c'est 912 000 entreprises qui ont donc des bulletins produits avec la solution Silae. Également, nous sommes très fiers cette année d'avoir été élus encore une fois logiciel préféré des gestionnaires de paye. Donc tout ça, c'est grâce à vous et on vous en est très reconnaissant. Et notre volonté, en fait, c'est de continuer à vous proposer un produit performant, adapté à vos besoins et qui répond donc à vos attentes. Et pour cela, on est souvent amené à vous solliciter, par exemple sur des enquêtes comme celle que nous avons faite fin 2023, une enquête sur la productivité qui était assez longue, on le sait. D'ailleurs, on en profite vraiment pour remercier tous ceux qui ont participé. Sachez que les résultats de ces enquêtes sont très utiles pour nous, utiles bien sûr pour comprendre vos préoccupations, vos attentes et bien sûr pour vous proposer des solutions concrètes qui répondent concrètement à vos problématiques. Et d'ailleurs, nous allons parcourir toutes ces évolutions aujourd'hui lors de cette présentation. Alors, démarrons avec les actualités réglementaires et pour commencer légales. Agnès, peut-on revenir sur cette jurisprudence qui a fait parler beaucoup d'elle et qui concerne donc les congés payés ? Oui, effectivement, Muriel, un sujet passionnant qui vous a passionné, vous passionne encore et nous avec. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de revenir dessus aujourd'hui avec vous. Alors, toute la problématique part du fait qu'on a un droit européen qui est en contradiction avec notre droit français sur cette thématique donc des congés payés. Donc cette problématique, cette contradiction, elle naît d'une directive en 2003. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une directive européenne, pour être applicable en droit interne, elle doit être transposée. Si tel n'est pas le cas, eh bien, les justiciables ne vont pas pouvoir venir l'invoquer devant les tribunaux.
Donc en l'espèce, on a cette directive européenne de 2003 qui vient poser ce principe fondamental très fort de congés payés, dont l'acquisition au niveau européen n'est absolument pas subordonnée à une quelconque condition d'absence ou de travail effectif. Or, c'est strictement l'inverse qui se passe dans notre droit français, puisque dans le Code du travail, le principe d'acquisition des congés payés, il est subordonné à l'exécution d'une notion de travail effectif, et qui dit travail effectif dit donc exclusion de certaines périodes de suspension de l'exécution du travail, telles que des maladies non professionnelles ou des congés parentaux. Alors depuis 2003, la Cour de cassation, elle n'a eu de cesse d'œuvrer pour essayer de faire en sorte que les dispositions européennes viennent trouver application en droit interne. Et parallèlement, eh bien, on avait la Cour de justice de l'Union européenne qui, elle, venait stigmatiser tous les pays européens, parce qu'on n'est pas le seul à être en contradiction avec le droit européen. Elle venait stigmatiser donc tous les pays qui n'appliquaient pas ces dispositions européennes, jusqu'au 6 novembre 2018, où là, la Cour de justice de l'Union européenne est venue donner un outil qui a permis aux tribunaux internes, aux tribunaux nationaux, de venir donner pleine et efficace effectivité aux dispositions européennes. Cet outil, c'est l'article 31, paragraphe 2 de la Charte de l'Union européenne. Et c'est précisément ce qu'a utilisé la Cour de cassation dans ses fameux arrêts du 13 septembre 2023. Donc on a 4 arrêts fondamentaux qui constituent effectivement un revirement de jurisprudence où la Cour de cassation est venue appliquer les dispositions européennes. Donc on a un premier arrêt qui va poser le principe de l'acquisition des congés payés pendant la maladie professionnelle. Un second arrêt qui vient supprimer le plafond d'1 an pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, permettant de continuer à acquérir des congés payés. Le troisième arrêt, lui, vient définir le délai de prescription de la demande en paiement de l'indemnité de congés payés. Et enfin, le quatrième arrêt concerne le report des congés payés après la date de reprise suivant un congé parental. Donc Agnès, si on résume, donc un droit français, un droit européen qui se contredisent, quelle problématique cela pose et qu'est-ce que l'on peut faire dans cette situation? Alors la problématique, vous l'avez compris, c'est que finalement, on a fait redescendre la contradiction qui existait entre le droit européen et le droit français au niveau interne, puisque désormais, on a d'un côté le Code du travail qui n'a pas évolué et qui est toujours contraire au droit européen, et de l'autre côté, la jurisprudence de la Cour de cassation qui, elle, s'est mise en conformité avec le droit européen. Et cela crée une situation d'insécurité juridique pour les justiciables. Pourquoi ? Parce que, à l'heure où l'on se parle, devant les tribunaux français, eh bien, le justiciable il peut tout à la fois invoquer les dispositions du Code du travail, contraire au droit européen, mais également la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, elle, s'est mise en conformité. Donc cette situation d'insécurité juridique, pour nous, on ne peut que souhaiter ardemment que le législateur vienne mettre un terme à tout ça en unifiant les règles et en mettant en conformité le droit français avec le droit européen. C'est en ce sens d'ailleurs que s'était engagée notre ancienne Première ministre, Madame Borne, en novembre 2023, puisqu'elle avait annoncé que cette évolution législative devait avoir lieu au premier trimestre 2024. Donc on est très attentifs, on attend ça très impatiemment, on va bien surveiller tout cela. Et comme je vous le disais, pour pallier cette situation d'insécurité juridique, du côté de SILAE, nous avons souhaité justement vous livrer un paramétrage qui soit le plus fiable juridiquement parlant. Et c'est ce que va vous expliquer plus en détail Jérémy. Oui, donc comme vous l'a dit Agnès, en fait, pas de transposition dans le droit français, pas de généralisation dans SILAE. Du coup, on a répondu en fait à cette jurisprudence avec une méthode qui vous a été livrée à la mi-octobre de l'année dernière, et qui permettait déjà dans un premier temps de répondre à l'acquisition des CP pendant une absence maladie maintenue. Donc c'est l'arrêt numéro 1 qu'Agnès vous a présenté juste avant. Ensuite, on a étendu cette méthode en fait aux arrêts AT-MP d'une durée supérieure à 1 an. Et donc ça a été livré à la fin du mois d'octobre et c'est l'arrêt numéro 2 dont Agnès vous a parlé. On est également conscient qu'il reste en fait des anomalies que vous nous avez remontées. On est en cours d'analyse avec notre assistance et on espère y répondre le plus rapidement possible. Enfin, l'arrêt numéro 4, il est un petit peu particulier parce qu'il y a une loi en fait, qui était venue avant les jurisprudences, qui est la loi de transposition de directive en matière de droit de travail et qui a permis en fait, de généraliser déjà dans SILAE ça en fin d'année. Et donc c'est l'arrêt numéro 4.
Merci Jérémy. Et effectivement, si vous souhaitez suivre avec nous l'évolution de cette jurisprudence, sachez que vous pouvez consulter nos focus juridiques. Donc il y en a un premier que vous pouvez consulter qui consiste en une analyse des fameux arrêts, des 4 arrêts du 13 septembre 2023. Et le second vous a été livré comme un cadeau de Noël le 26 décembre dernier, qui consiste un peu plus en un suivi et une mise à jour de ce qui s'est passé depuis le 13 septembre 2023. Merci Agnès. Continuons donc maintenant sur les évolutions qui prennent effet donc au 1er janvier. Assez peu d'évolutions cette année, Jérémy. Oui, une année assez calme en fait. On va commencer par regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la loi de financement de la sécurité sociale, avec le plus gros sujet impactant la paye du mois de janvier. C'est le gel des plafonds de rémunération en fait pour le calcul du droit à la réduction d'allocation familiale ou d'assurance maladie. Historiquement, ce plafond en fait était calculé avec le SMIC horaire du mois courant. La loi de finances vient changer cette règle en fait et fige le SMIC, celui qui était en vigueur au 31 décembre de l'année dernière. Ce qui a pour conséquence en fait de continuer à travailler avec les mêmes plafonds finalement qu'en fin d'année dernière sur une période indéterminée. Ça sera légiféré par décret pour pouvoir à chaque fois modifier le plafond. Et concrètement, en fait, en paye, quels sont les impacts pour les salariés? Certains salariés qui auraient pu bénéficier de la réduction si on serait resté sur l'ancienne règle, potentiellement, ils n'en bénéficieront plus parce que leurs revenus vont augmenter alors que le plafond, lui, est figé. Donc ça va les placer au-dessus du plafond et ils n'auront plus le droit à la réduction de cotisation. On vous renvoie vers les deux en ligne avec des exemples chiffrés en fait, qui sont disponibles pour illustrer un petit peu tout ça. Un second sujet que vient modifier la loi de financement de la sécurité sociale, c'est les arrêts médicaux pour grossesse, les arrêts médicaux de grossesse, pardon. Donc ça, c'est les arrêts qui peuvent quand un médecin décide en fait de devoir procéder à un avortement pour raison médicale, les salariés qui sont concernés bénéficieront en fait de la suppression des 3 jours de carence. Donc comment reconnaître ces arrêts, puisqu'avec le secret médical, ça ne sera pas mentionné explicitement. Il y a un nouveau CERFA papier en fait, qui sera mis à disposition, qui s'appellera avis de travail initial sans carence, et qui permettra du coup de considérer que c'est une absence sans carence. Dans SILAE, on a déjà créé la nouvelle absence, elle est disponible depuis le 9 janvier. Oui, toutes les nouvelles dispositions dont tu viens de parler, Jérémy, sont disponibles depuis le 9 janvier dans SILAE. Un autre pan qui nous impacte au mois de janvier, d'abord la loi de finances. Donc la loi de finances, il n'y a pas de révolution dedans, c'est de la prolongation de dispositifs existants. Les deux plus marquants sont les remboursements de frais de transport, lieu de travail, domicile. Donc les plafonds qui étaient temporaires, qui avaient été établis temporairement pour 2022 et 2023, sont prolongés une année de plus en 2024. Ils seront peut-être révisés en 2025. La prochaine loi de finances nous le dira. Et tout ce qui est exonération sociale et fiscale des pourboires, c'est pareil, c'est un dispositif qui est temporaire, qui est déjà implémenté dans SILAE et qui donc est prolongé pour une année en plus. Au niveau de la loi de partage des valeurs, ce qui est principalement visé ici, c'est la prime de la partage de la valeur, la PPV. Donc il y a une nouveauté qui permet de verser 2 PPV par année civile. Attention à ne pas confondre avec le fait de pouvoir verser une PPV fractionnée en plusieurs versements. Ça, c'était l'existant. Maintenant, on pourra en verser 2 qui peuvent être fractionnés. Et ces 2 PPV bénéficient chacune indépendamment des plafonds d'exonération de façon indépendante. Il y a également pour les entreprises de moins de 50 salariés la prolongation en fait, du régime social d'exonération renforcée. Donc pour 3 années complémentaires. Donc ça existait pour les plus de 50 et les moins de 50. Maintenant, ça sera uniquement pour les moins de 50 salariés. Donc ça, c'est en vigueur depuis le 1er janvier. Toujours autour de la PPV, il y a un autre sujet, c'est que cette PPV va pouvoir être placée maintenant sur un plan d'épargne. Donc ce qui a pour bénéfice pour les salariés, en fait, de pouvoir bénéficier des abondements, généralement, que font les employeurs en cas de placement sur un PE ou un PERCO. À noter que pour l'instant, ce n'est pas encore en application, puisqu'on attend un décret d'application pour que cette loi rentre en vigueur. Autre mesure qu'on a souhaité vous mentionner aujourd'hui, c'est une augmentation qui est un petit peu historique. En fait, c'est la part patronale d'assurance vieillesse déplafonnée. Elle était depuis 2017 fixée à 1,90 et elle passe à 2,02%. Donc historiquement, c'est une cotisation qui bouge peu, dont le taux bouge peu. Donc l'augmentation de taux, pour le coup, est significative et donc on tenait à vous en informer. Et pour les entreprises qui ont un fort taux d'accident du travail dans leur sein, il y avait un projet en fait, de majorer les cotisations AT-MP pour ces entreprises. Ce projet est abandonné, donc il ne faut plus en prendre compte. Enfin, il n'y a plus de...
Très bien. Donc l'ensemble aussi de ces évolutions est disponible depuis le 9 janvier, à l'exception de la loi de partage de la valeur qui sera disponible le 23 janvier prochain. Pardon. Alors, abordons maintenant la déduction spécifique forfaitaire. Vous le savez, le dispositif DFS est progressivement supprimé dans certains secteurs d'activité. Donc il y a des nouveaux secteurs qui vont être concernés à partir de janvier et surtout une évolution majeure de SILAE pour justement mieux gérer ces sorties progressives et la dégressivité des taux. Jérémy. Oui. En effet, la sortie de la DFS a été amorcée il y a 2 ans maintenant, d'abord avec le secteur de la propreté, puis avec le secteur de l'aviation civile l'année dernière. Cette année, 6 nouveaux secteurs viennent rejoindre en fait, ces deux secteurs initiaux, notamment la construction, le BTP et le transport routier de marchandises. Donc ces 6 nouveaux secteurs bénéficient exactement des mêmes dispositifs que les anciens, c'est-à-dire une tolérance qui s'applique, qui permet de bénéficier pendant la période transitoire jusqu'à la disparition de la DFS, à la fois de l'abattement de la DFS et des remboursements de frais professionnels. De même, les règles autour du recueil du consentement qui sont décrites ici s'appliquent également à ces secteurs. La grande nouveauté, tu l'as dit Muriel, c'est la réponse en fait, qu'on apporte dans SILAE. Jusqu'à maintenant, on vous demandait chaque année, au niveau des fiches salariés, de venir saisir un taux d'abattement. Donc si le taux était dégressif, il fallait venir chaque année, pour chaque salarié, venir saisir le bon taux par secteur dans la fiche salarié. Et ben ça c'est fini en fait. À partir de ce mois-ci, on vous a livré une solution qui permet juste d'initialiser en fait le secteur concerné pour le salarié et le reste tout est automatisé dans SILAE, que ce soit la prise en compte de la tolérance ou le changement de taux chaque année jusqu'à la disparition de la DFS. L'une des questions qui se pose également, c'est comment on identifie en fait ces salariés qui bénéficient de la DFS. Mais il existe une analyse d'activité dans SILAE qui permet, sur un mois donné, de voir les salariés qui ont bénéficié d'un taux d'abattement. Donc il faudrait la lancer idéalement sur le mois de décembre pour vous identifier vos salariés concernés. Et ensuite, on a adapté nos outils d'import de masse pour pouvoir venir charger en fait, au niveau de la fiche salarié en masse. Donc analyse d'activité, identification, puis import via Excel ou via modification salariée dans SILAE. Très bien. Alors parlons maintenant des sapeurs-pompiers. Vous savez que dans SILAE, il y a des profils qui permettent de gérer les sapeurs-pompiers professionnels. Aujourd'hui, on va parler des sapeurs-pompiers volontaires. Qu'est-ce qui change, Jérémy, pour les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires ? Il y a la création de ce qu'on pourrait appeler une RGC des sapeurs-pompiers volontaires. Il y a un dispositif temporaire donc, qui s'applique à partir de ce 1er janvier jusqu'à la fin de l'année 2026 et qui permet pour les employeurs de sapeurs-pompiers de bénéficier de 2 000 € par sapeur-pompier volontaire de réduction de cotisation patronale, dans la limite de 10 000 €, donc de 5 sapeurs-pompiers volontaires dans l'entreprise. Attention, tous les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas concernés. Il y a des petites subtilités qui sont écrites à l'écran. En ce qui concerne les cotisations, c'est pou ou prou les mêmes que pour la RGC. Je vous laisse en prendre connaissance également, c'est indiqué dans ce qu'on vous présente à l'écran. Le point important qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est que pour l'instant, ce n'est pas implémenté dans SILAE. Pourquoi ? Puisqu'il y a des discussions avec les organismes pour connaître en fait, les modalités d'application et les modalités déclaratives. Mais dès qu'on les aura, dès qu'on les reçoit et dès que c'est figé, on se dépêchera d'implémenter une solution la plus simple possible dans SILAE. Très bien. Alors revenons maintenant sur le montant net social. Vous savez que son calcul évolue au 1er janvier et cette fois-ci, on peut parler d'une véritable simplification. Oui, une vraie simplification. On vous avait déjà communiqué via la publication hebdomadaire les changements, mais le boss en fait, est venu mettre à jour la définition du montant net social et des éléments à prendre en compte dans ce montant net social avec l'intégration des IJSS subrogés dans ce montant net social, donc dans les éléments de rémunération de brut en fait, à prendre en compte et surtout la non-réintroduction en fait, de la part patronale des contributions de prévoyance et de retraite supplémentaires et la déduction de la part patronale de ces mêmes contributions, y compris les options individuelles. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'était posé la question pendant la phase d'expérimentation de qu'est-ce qui est facultatif, qu'est-ce qui est obligatoire. Si vous saviez, il y avait un jeu en fait on réintroduit ce qui est facultatif et on réduit ce qui est obligatoire. Cette question ne se pose plus et ça disparaît, d'où la simplification. Si on regarde un petit peu un exemple de 2023 et qu'on le compare à 2024, donc c'est le même salarié sur la même période. Donc on voit qu'en bleu, les éléments de brut n'ont pas bougé. Normal, il n'y a pas d'IJSS subrogé, donc pas de mouvement. En vert, il y a un premier mouvement, c'est sur la part qu'on vient déduire en fait, du montant net social, qui sont les contributions à la charge du salarié. Donc pourquoi ce montant à déduire augmente ?
Tout simplement puisqu'on réintroduit en fait les options individuelles et tout ce qui était avant considéré comme facultatif, c'est réintroduit, donc ça devient en déduction de montant net social du salarié. Et on supprime la partie que je vous ai encadrée en rouge, on la supprime, c'était les cotisations patronales qui revenaient gonfler ce montant net social, elles sont supprimées et donc on n'en parle plus en 2024. Donc la conséquence, c'est quoi? Pour les salariés, c'est un montant net social minoré et qui permettra donc d'accéder plus facilement en fait, à des aides, à des prestations sociales. Et on peut considérer que ce montant net social, dans la majorité des cas, sera égal au montant net à payer avant impôt sur le revenu. Donc cette nouvelle formule de calcul vous avait été livrée le 19 décembre dernier. Et elle a eu aussi pour bénéfice en fait, de rendre un petit peu obsolète l'ensemble des remontées qui avaient été ouvertes. Et on s'est affairé avec notre équipe support et notre équipe produit à répondre en fait, et à traiter la quasi-totalité des événements qui restaient ouverts. Très bien. Et un point en complément de ce que tu dis, Jérémy. Donc l'exploitation aujourd'hui de ce montant au niveau des organismes, il faut savoir qu'on est sur un calendrier progressif. Dans un premier temps, ce montant va être utilisé plutôt à des fins de contrôle. Et à partir d'octobre, il y a 5 caisses d'allocation familiale qui vont commencer à expérimenter le pré-remplissage des déclarations trimestrielles des ressources. Et une généralisation donc, de ce pré-remplissage est prévue à compter de 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que pendant toute l'année 2024, les personnes devront donc continuer à remplir leurs déclarations. Elles pourront le faire avec le montant net social affiché sur leur bulletin de paye. Alors, passons maintenant aux actualités conventionnelles. Alors, vous savez que... Donc depuis 2016, le gouvernement a déclenché des négociations avec les branches professionnelles qui visent à réduire le nombre de conventions collectives. On vous propose de revenir rapidement sur ces mécanismes et de faire un point sur toutes les périodes transitoires qui vont aboutir dans les prochains mois. Oui, tout à fait. Effectivement, Muriel, comme tu l'as dit, on avait évoqué avec vous l'année dernière ce mécanisme de restructuration de branches au niveau macro. Cette année, on a voulu revenir et se focaliser sur ce qui se passe à l'issue de cette fameuse période transitoire de 5 ans. Cette période transitoire, en fait, elle est déclenchée suite à un rapprochement des partenaires sociaux. Donc, soit c'est un rapprochement direct, dans ce cas-là, il n'y a pas d'entremise du ministre du Travail. Ce sont les partenaires sociaux qui vont généralement venir signer un accord collectif de fusion. Soit, c'est sous l'impulsion du ministre du Travail, on a un arrêté de fusion. Et dans les deux cas, ces deux éléments vont déclencher cette période transitoire de 5 ans. Les partenaires sociaux, ils ont donc 5 ans pendant cette période pour venir négocier, se rencontrer et essayer de mettre en place les futures nouvelles dispositions conventionnelles qui vont ensuite s'appliquer à leur secteur d'activité réciproque. Donc maintenant, il s'agit de se pencher sur la situation qui va survenir à l'issue de cette période transitoire. Donc on a deux situations. D'un côté, je dirais la situation idéale, celle où les négociations ont abouti et effectivement, on a de nouvelles dispositions conventionnelles. Alors, on a un exemple fameux, entre guillemets, qui nous vient à l'esprit, la convention collective unifiée de la métallurgie, où là, pour le coup, ça a vraiment été une négociation qui a duré quelques années, avec des mesures ultra impactantes et révolutionnaires, je dirais. Mais il y a d'autres textes qui sont mis à jour via ce biais, qui sont peut-être moins révolutionnaires, mais qui sont tous les jours négociés par les partenaires sociaux. On peut citer, pour exemple, la nouvelle convention collective de la quincaillerie qui vous a été livrée cet été, ou encore celle des commissaires de justice et sociétés de vente volontaire qui vous a été livrée au mois de septembre. Donc ça, c'est pour la première situation, la situation idéale. La seconde situation, c'est celle où, à l'issue de cette fameuse période transitoire, il n'y a rien. Soit que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à s'entendre, soit ou encore ils ne se sont pas rapprochés du tout et n'ont jamais lancé les négociations. Donc là, on a deux situations qui vont se poser. Et pour savoir l'attitude à tenir, en fait, il faut revenir à l'origine de la fusion. Donc soit on était sur un arrêté de fusion, et dans ce cas-là, c'est la loi qui le précise, le ministre a désigné dans cet arrêté une convention collective de rattachement. Et c'est cette convention-là, c'est ces dispositions-là qui vont venir s'appliquer à l'issue de la période transitoire si rien n'a été négocié. Le Conseil constitutionnel a néanmoins posé un bémol, une sorte de garde-fou, même si effectivement ce sont les dispositions de la convention collective de rattachement qui doivent s'appliquer. On doit maintenir des dispositions de la convention collective absorbée qui régissent des situations spécifiques.
Le souci, c'est que le Conseil constitutionnel n'est pas venu préciser, détailler quelles sont ces fameuses situations spécifiques. Et là, c'est aux partenaires sociaux de venir préciser cela. La deuxième situation, c'est une situation un peu plus délicate. C'est le cas où, à l'origine de la fusion, nous avons un accord collectif de fusion, c'est-à-dire que le ministre du Travail n'est pas venu s'immiscer entre les partenaires sociaux. Et dès lors, il n'y a pas d'obligation légale de venir préciser, désigner une convention collective de rattachement. Et dans ce cas-là, c'est aux partenaires sociaux de venir eux-mêmes déterminer quelles sont les conditions de la suite des opérations, je dirais. Et là, une variété de situations peuvent exister. Les partenaires sociaux peuvent finalement décider de ne plus se marier, entre guillemets, peuvent aussi décider de prolonger le délai initial pour continuer à négocier, etc. Et c'est là où il nous appartient à nous, aux services juridiques, de venir surveiller tout cela. C'est un petit peu le sens de ce que l'on vous présente à l'écran. Donc à gauche, vous avez un schéma qui représente toutes les fins de période transitoire que nous avons pu répertorier au service juridique et qui arrivent en 2024. Donc effectivement, c'est notre énorme travail de veille de venir surveiller donc la survenance de ces fins de période transitoire et d'aller vérifier si nous disposons d'un texte. Et dans ce cas-là, nous sommes capables de vous livrer le paramétrage ou si nous n'en disposons pas. Et là, nous essayons de prendre contact avec les partenaires sociaux. Certains nous répondent, mais d'autres non. Et dans ce cas-là, c'est là où vous intervenez, c'est là où on a besoin de vous et là où on vous demande si vous avez des éléments de la part de vos clients qui sont adhérents à des syndicats, de nous les transmettre de façon à ce que nous les analysions et que nous puissions vous livrer le paramétrage adéquat en temps et en heure. Très bien. Donc vous pouvez suivre en fait tout le travail de notre service juridique et surveiller en fait l'évolution de toutes ces périodes transitoires en consultant donc nos publications dans le focus juridique, également dans le suivi des évolutions à venir et puis les webinaires que nous serons amenés à organiser, Agnès, à ce sujet. Tout à fait. Alors, en parlant de conventions collectives, de fusions qui ne sont pas appliquées, est-ce qu'on peut revenir sur la fusion de l'hospitalisation privée et du thermalisme ? Oui, et alors là, pour le coup, effectivement, on est encore une fois dans une situation atypique. Donc, on se souvient que ce sont le secteur d'activité d'un côté de l'hospitalisation privée à but lucratif et celui du thermalisme qui se sont rapprochés. Une période transitoire a donc été déclenchée et devait venir à terme à fin février 2023. Et les partenaires sociaux se sont rapprochés, ont négocié. Donc on a bel et bien en main des nouvelles dispositions conventionnelles qui vont s'appliquer, donc un socle commun. Ils ont même déterminé une date d'application, le 1er janvier de cette année, mais ils ont subordonné la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions à deux conditions suspensives qui doivent être remplies cumulativement. La première, c'est la signature d'un accord de transposition. Ça, aucun souci, la condition est bien remplie puisqu'il a été signé en juillet 2023. Mais on a un souci avec la seconde, c'est l'obtention des fonds publics. À l'heure où je vous parle, les fonds publics n'ont pas été obtenus. Et dès lors, comme cette deuxième condition doit être remplie pour que les dispositions conventionnelles nouvelles s'appliquent, eh bien, nous ne pouvons pas les appliquer. Donc, nous avons pris attache avec les partenaires sociaux. Ceux-ci nous ont confirmé qu'ils étaient toujours en action pour obtenir ce financement. Ils nous ont également confirmé leur volonté de garder une date d'application au 1er janvier 2024. Par contre, ils nous ont bien mis en garde de ne faire aucune application anticipée avant leur feu vert. Donc nous restons en veille, nous sommes en contact avec eux. Je vous rassure, le paramétrage chez nous, l'analyse du texte a déjà été faite, le paramétrage est prêt à être livré. Nous attendons le go des partenaires sociaux et nous vous livrerons dès lors les paramétrages en bonne et due forme. Donc, sujet à surveiller. Alors, revenons maintenant sur la Convention collective nationale de la métallurgie. Vous le savez, donc, elle est applicable depuis le 1er janvier. Alors, on ne va pas revenir aujourd'hui sur l'ensemble de toutes les dispositions, du contexte juridique, des impacts en paye. On les a très, très largement abordés lors de ces dernières semaines. On vous a mis sur la gauche la liste de tous les outils du dispositif d'abord d'accompagnement qu'on a mis à votre disposition, avec en haut à droite
donc le lien vers la page dédiée dans notre base de connaissances. Très important, le parcours e-learning. Et très important par rapport au parcours e-learning, c'est que depuis mardi, on a livré la dernière étape de ce parcours qui concerne donc le calcul des bulletins et tout particulièrement de la prime d'ancienneté. Donc on vous invite vraiment à en prendre connaissance dès maintenant. Donc vous retrouvez aussi dans cette page dédiée de la base de connaissances une foire aux questions qu'on enrichit en permanence avec les retours que vous nous faites. Donc on vous invite aussi beaucoup à la surveiller et à en prendre connaissance. Et bien sûr, depuis fin novembre, vous avez aussi toutes les livraisons tous les outils qu'on a livrés dans le produit, à commencer par un assistant de migration des emplois et bien sûr tous les paramétrages. Alors, on voulait attirer votre attention sur 3 points sur lesquels vous nous sollicitez assez, on va dire, au niveau de notre support. Alors, le premier, Agnès, concerne les salariés issus de l'ancienne convention collective M018 métallurgie cadre. Oui, tout à fait. Donc, ces salariés-là, jusqu'au 31 décembre 2023, ils bénéficiaient pour eux seuls de l'application d'une seule convention collective, la convention des cadres de la métallurgie, M018, chez nous. Depuis le 1er janvier 2024, cette convention collective a été abrogée et ces salariés cadres doivent se voir appliquer uniquement les dispositions de la M110. Toutefois, vous devez également renseigner un code territoire. Ce code territoire correspond à celui que vous appliquez pour tous les autres salariés qui travaillent dans la même structure que ce cadre en question. Donc, un exemple, nous sommes dans une entreprise où vous appliquez pour les salariés la M049. Pour le cadre, vous devrez donc renseigner le code M110 et au niveau du code territoire, le code M049. Très bien. Un deuxième point sur lequel vous nous sollicitez beaucoup, c'est les primes d'ancienneté. Donc, comme je vous le disais, là, je vous renvoie vers la dernière étape du e-learning qui aborde très largement, avec des fiches techniques très détaillées sur les calculs de la prime d'ancienneté et également sur les vérifications et les actions que vous devez mener si vous avez dans vos dossiers des accords d'entreprise qui concernaient la prime d'ancienneté. Et le dernier point, Agnès, je pense qu'on ne peut pas ne pas en parler. On sait que certains de vos clients ne vous auront pas transmis les classifications des emplois M110 en temps et en heure, qui n'ont pas pu faire ou n'ont pas fini les cotations. Qu'est-ce que l'on peut faire dans cette situation, Agnès ? Oui, effectivement, c'est une situation un peu délicate dans laquelle vous pouvez vous retrouver. On en a bien conscience. Donc, les dispositions de la nouvelle convention collective M110 sont d'application impérative depuis le 1er janvier de cette année. Toutefois, on sait que, j'en parlais tout à l'heure, les mesures qui ont été mises en place par la M110 sont particulièrement impactantes, surtout au niveau RH. Donc, vous allez vous retrouver forcément dans des cas où dans des dossiers, vous n'allez pas disposer des classifications et des cotations, vous permettant d'établir les bulletins. Donc, pour ne pas vous bloquer et vous permettre néanmoins de sortir les bulletins, eh bien, nous n'avons pas bloqué le paramétrage correspondant aux anciennes dispositions. Quand même, un petit point d'attention, c'est qu'il n'y aura pas de profil de régularisation. Très bien, merci Agnès. On va passons maintenant à la partie DSN. Alors, on vous a référencé là à gauche la liste de toutes les évolutions en lien avec la norme 2024. Vous avez aussi à droite le lien vers la documentation détaillée de toutes ces dispositions, de toutes ces évolutions. Ce qu'on se propose avec Jérémy ce matin, c'est de revenir sur 3 points qui nous ont semblé, sur lesquels on souhaite attirer votre attention. Et le premier concerne donc la collecte des heures supplémentaires exonérées. Oui, Muriel, les heures supplémentaires exonérées vont changer en fait de bloc. Historiquement, elles étaient déclarées en bloc 51 de type 026 depuis leur intégration à la DSN. Avec l'arrivée d'un nouveau bloc 58 cette année, elles vont migrer en fait vers ce nouveau bloc et rejoindre leurs grands frères. Je vous en parle juste après. Donc ces heures seront à déclarer en bloc 58 de type 01. Et le grand frère, justement, c'est le montant d'aide sociale, donc vous en avez beaucoup entendu parler. Pendant la phase d'expérimentation, il était déclaré dans un bloc 51 de type 027, mais on savait déjà que c'était temporaire et que ça devrait changer à partir de janvier 2024. Et bien en fait, sa place maintenant, c'est dans le bloc 58 de type 03, avec les heures supplémentaires exonérées. Parlons maintenant de la rémunération nette fiscale, donc un retour arrière. Oui, un retour vers le futur, si on pourrait l'appeler ainsi. Nos heures supplémentaires exonérées, toujours elles, en fait, décidément cette année, c'est un petit peu leur année dans la DSN. On bouge également, en fait, elles n'intègrent plus la RNF. Historiquement, à la base de la définition de la RNF, quand le prélèvement à la source a été introduit en fait en DSN, ces heures supplémentaires n'étaient pas dans la RNF.
Il y a eu plusieurs changements. Il y a des années où elles y étaient plus. Là, on revient en fait sur la définition initiale. Donc, la rémunération nette fiscale, RNF, ne doit plus contenir les heures supplémentaires exonérées à partir de la DSN de janvier 2024. On vous a parsemé un petit peu les slides d'exemple. Je vous laisse en prendre connaissance pour voir les conséquences en DSN. Très bien. Deux autres informations également sur lesquelles on voulait attirer votre attention. Donc le temps partiel thérapeutique, vous allez continuer en 2024 à déclarer exactement comme vous avez fait en 2023 avec les formalités habituelles des SIJ. Donc toujours pas d'intégration en DSN. Et également, les organismes nous ont annoncé la fin du service Topaz le 31 décembre 2024. Mais je vais revenir dessus quand on parlera du SADV. Pour vous informer également qu'on a remis à jour donc, le calendrier DSN que vous voyez à l'écran. Il est disponible à partir de la paye et également dans la base de connaissances. Donc important pour vous souvenir, pour vous rappeler les données que vous devez déclarer de façon événementielle, on va dire annuelle, comme par exemple la DOTH ou encore la taxe d'apprentissage. Et puis, très important également, vous savez qu'on est dépendant des organismes, de la bascule des plateformes côté organisme pour nous commencer à transmettre des DSN à la norme 2024. Donc cette année, en fait, les organismes nous ont annoncé une bascule autour du 23-24 janvier. Et donc, ce qu'on vous demande, nous, dans SILAE, on commencera à générer la norme 2024 à partir du 25 janvier. Donc, attendez bien le 25 janvier pour commencer à calculer, générer des DSN pour les payes de janvier, DSN mensuels de janvier. 25 janvier. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'actualité produit et pour démarrer donc, les évolutions que nous avons apportées au cœur du produit et un premier lot d'évolutions qui est vraiment orienté sur la productivité. Alors, restons dans la sphère DSN. Je vous propose de parler maintenant du SADV, donc SADV pour signalement d'amorçage des données variables. Donc c'est comme un signalement, une DSN de signalement, et qui, comme vous le savez, n'est pas obligatoire, mais qui peut vous permettre des vrais gains de productivité. Et cela pour deux raisons essentielles. Alors la première, c'est un moyen simple de récupérer le dernier taux de prélèvement à la source connu, personnalisé, connu pour un salarié. Donc en cas d'embauche, en cas également par exemple de mutation d'un salarié d'un dossier vers un autre, ou encore en cas de changement de logiciel de paye, pour donc récupérer ces derniers taux de prélèvement. Ce qu'il faut savoir, donc pourquoi utiliser aussi le SADV, je viens d'en parler, le service Topaz va s'arrêter très prochainement. Et puis également, l'avantage du SADV par rapport à Topaz, c'est que l'intégration du taux se fait automatiquement. C'est-à-dire que dès que vous envoyez un SADV, le taux est intégré, comme chaque mois, il est intégré automatiquement. Alors qu'avec Topaz, il y avait donc des importations de fichiers manuels à faire. Donc autant de raisons qui doivent vous encourager à utiliser le SADV. La deuxième raison importante, c'est que ça permet d'initialiser donc les processus d'affiliation aux organismes complémentaires. Les fédérations, donc, que sont les prévoyances, assurances et mutuelles, ont initié en fait des travaux d'harmonisation de ce processus d'affiliation. Et la cible de ce processus, c'est que l'affiliation se passe en direct entre l'individu et l'organisme complémentaire. Donc le processus, c'est vous envoyez une SADV, l'organisme complémentaire traite automatiquement ce SADV, contacte le salarié directement pour procéder à l'affiliation sans besoin d'intervention de l'employeur ou du déclarant. Le seul point très important pour cette affiliation, c'est que les éléments qui permettent de contacter le salarié soient bien dans la déclaration, en particulier l'email. Et donc, je vous invite vraiment à faire attention, de bien renseigner l'email dans la fiche salarié et elle sera automatiquement transmise, cet email, dans le SADV. Donc des vrais gains aussi de ce point de vue-là, donc de simplification de ces processus d'affiliation. Donc il y a plusieurs types de SADV. Donc, il y en a même 7. Moi, je vous invite aujourd'hui à en utiliser un, le premier. Chaque fois que vous gérez l'embauche d'un salarié, transmettez un SADV 01 et vous allez voir que vous pourrez récupérer donc, ces taux de prélèvement. Et si les organismes traitent les SADV, toute la partie affiliation sera simplifiée. Alors, une autre évolution
qui peut vraiment vous apporter beaucoup de gains de productivité et qui concerne la gestion des contrats courts de type CDD d'usage. Qu'est-ce que le circuit dérogatoire et comment fonctionne-t-il, Jérémy ? Oui, Muriel, c'est un vrai choc de simplification en fait, pour les consommateurs de contrats courts de type CDD d'usage. En fait, là où avant on vous demandait pour chaque CDD d'usage de venir faire une déclaration de fin de contrat dans les 5 jours qui suivaient chacun des CDD d'usage, de recevoir en retour une AER et ensuite de doubler tout ça avec une déclaration dans la DSN mensuelle qui suit. Le circuit dérogatoire vous permet tout simplement de faire tout ça dans la DSN mensuelle de fin de mois, avec en retour uniquement une AER qui contiendra l'ensemble en fait, des informations de chacun des CDD d'usage. Donc, est-ce que ce circuit dérogatoire est obligatoire ? Ben non, comme son nom l'indique, c'est une dérogation, donc il est possible de ne pas l'utiliser. Nous, on vous invite quand même très fortement à l'utiliser vu les gains que ça procure. Et il ne concerne uniquement pour l'utiliser que les CDD inframensuels, donc qui ont une durée inférieure à un mois, qui sont contenus dans un mois. Donc, si on regarde l'exemple qu'on a mis à l'écran, donc on voit un salarié qui a eu 4 CDD d'usage dans le mois. Donc, dans le process standard, vous envoyez 4 DSN fin de contrat de travail, plus la DSN mensuelle de fin de mois. Vous recevez en retour 4 attestations employeurs rematérialisées. Si dès que vous activez le circuit dérogatoire, vous n'envoyez uniquement que la DSN, vous envoyez que la DSN mensuelle. Et en retour, vous réceptionnez une attestation employeur rematérialisée qui récapitule les 4 CDD d'usage. Donc une vraie simplification, un vrai gain de temps dans ces situations. Et on vous a mis le lien en bas à gauche vers la documentation pour vous aider à mettre en application cette nouvelle disposition. Alors, je vous parlais on va parler maintenant des fiches de paramétrage des organismes complémentaires. Je vous parlais en début de session donc, des enquêtes et de cette enquête productivité que l'on a réalisée auprès de vous. Et un des points un point qui est ressorti fortement, c'est le traitement, comme étant une tâche très chronophage pour vous, c'est le traitement de ces fiches de paramétrage. Donc on a le plaisir donc vous avez dû découvrir depuis quelques semaines une nouvelle fonctionnalité qui est donc un nouveau module en fait, qui permet de suivre la réception et l'intégration des fiches de paramétrage. Donc, vous avez des captures d'écran, donc ça se situe donc au niveau domaine. Vous pouvez voir donc toutes les fiches de paramétrage qui ont été reçues pour votre domaine. Vous pouvez voir celles qui ont déjà fait l'objet d'une importation sur fond jaune, celles qui n'ont pas encore été importées. Vous pouvez consulter directement à partir de cette liste les PDF, donc les fiches de paramétrage au format PDF ou au format XML. Et quand vous double-cliquez sur la liste, sur une des lignes, vous arrivez directement dans le dossier au niveau de l'organisme et de la gestion des contrats. Et vous pouvez donc importer directement cette fiche de paramétrage sans avoir à faire de manipulation, de téléchargement, de manipulation de fichiers sur le disque. Donc un vrai gain dans la gestion et le suivi de ces fiches de paramétrage. Et donc il y a un deuxième lot là, qui arrive dans quelques jours, qui est donc également des optimisations dans l'intégration, on va dire, la création, la mise à jour des contrats. Donc là, c'est donc une nouvelle grille de paramétrage que vous pouvez voir aussi en bas à droite. Donc à partir, déjà vous allez avoir des filtres qui vous permettent de consulter et de voir que les contrats en cours de validité. Et puis donc une assistance dans l'intégration de ces fiches de paramétrage. Soit il n'y a pas toutes les conditions sont réunies, le programme peut importer directement et mettre à jour le contrat ou créer le contrat. Et dans ce cas, vous allez voir la ligne avec un statut OK. Soit il existe dans votre dossier plusieurs valeurs, plusieurs codes taux avec la même valeur. Et dans ce cas, le programme va vous proposer en fait les codes taux en correspondance pour que vous puissiez sélectionner celui qui correspond donc au contrat que vous êtes en train d'intégrer. Vous allez aussi avoir accès à un tableau de bord, un tableau des charges par organisme, donc concernant l'organisme en cours, qui va vous permettre donc de contrôler plus rapidement et plus facilement les libellés, les taux de cotisation associés à ce contrat. Vous pouvez également exporter la grille et on a mis également en place plusieurs des améliorations d'ergonomie, tout ça pour continuer à sécuriser donc l'intégration de ces fiches de paramétrage, sachant que voilà, vous avez maintenant un parcours utilisateur de bout en bout
pour gérer ces fiches. Sachez aussi que donc, ce deuxième lot est en cours de test par nos équipes et devrait donc être livré avant la fin du mois de janvier. Vous avez également un lien vers l'aide en ligne en bas à gauche. Et nous prévoyons également un webinaire spécifique sur toutes ces évolutions le 7 février. Alors, dans la continuité de cette évolution, vous avez également un tableau de bord de suivi des sorties. Donc on sait aussi très chronophage des sorties et de suivi de réception des attestations employeurs rematérialisées. Donc dans ce tableau de bord, vous voyez toutes les sorties en cours. Vous pouvez suivre donc la réception ou non des attestations employeurs, donc sur fond jaune. Vous pouvez les consulter également à partir de là. Vous pouvez transmettre en masse des signalements, les fins de contrat de travail pour les salariés pour lesquels ça n'a pas encore été fait. On gère, donc c'est compatible avec le circuit dérogatoire dont on vous a parlé il y a quelques minutes. Donc vous voyez les regroupements de CDDU quand il y a une attestation employeur qui récapitule plusieurs CDDU. Et puis nous avons également, vous pouvez aussi imprimer les documents, je crois que je l'ai déjà dit, les documents de sortie. Et vous pouvez aussi, on a aussi optimisé le programme, l'algorithme de rattachement des attestations employeurs, puisqu'il y avait dans certaines situations, par exemple quand le salarié n'avait pas de NIR, des cas où on ne pouvait pas rattacher ces attestations. Tout ça maintenant a été fortement optimisé. Et là aussi, on vous a mis le lien vers l'aide en ligne qui vous détaille toutes ces évolutions. Alors un autre sujet qui est remonté pendant l'enquête de productivité comme étant un élément, un axe d'amélioration pour améliorer votre productivité sur la partie production des bulletins de paie, c'est la gestion de l'épargne salariale. Et là, donc, nous avons consacré beaucoup d'énergie cette année sur ce sujet pour vous proposer un module clé en main. Et je crois qu'on peut dire, Jérémy, qu'on est allé au bout, au maximum de ce qu'on pouvait automatiser. Oui, tout à fait. Par rapport à la complexité autour des règles de gestion de l'épargne salariale, on a essayé de pousser l'automatisme au bout de ce qu'on pouvait faire. Pourquoi c'est complexe en fait l'épargne salariale? Parce qu'il y a déjà plusieurs dispositifs qui subissent des règles d'abondement transverses, avec des plafonds d'abondement transverses qui peuvent se cumuler entre eux. Les versements peuvent être échelonnés dans l'année, s'il y a des suppléments, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment une très forte complexité. Ça avait été remonté par la quête de productivité. Et c'est un petit peu pour ça aussi qu'on a voulu vous proposer une solution clé en main autour de ce sujet de l'épargne salariale. Il y a une autre origine en fait à notre volonté, c'est un petit peu le contexte sociétal autour de l'inflation, de tout ce qui se passe et du pouvoir d'achat des salariés, et notamment aussi la volonté du gouvernement de favoriser, de faciliter en fait l'accès à ces dispositifs de partage de la valeur dont l'épargne salariale fait partie. Donc le module, pour revenir à ce que nous avons fait, donc le module est disponible depuis le 28 novembre de l'année dernière. Il couvre pour l'instant la partie participation et intéressement. On vous l'a présenté dans un webinaire à la mi-décembre. Et on vous l'avait dit, on continue à travailler dessus avec un lot 2 qui est en cours de préparation par nos équipes, qui sera disponible à la fin du mois de mars 2024. Qu'est-ce que recouvrera ce lot 2? Il recouvrera en fait la fin de ce qu'on peut faire autour de la participation et de l'intéressement, c'est-à-dire les suppléments de participation et d'intéressement. L'employeur peut décider de façon unilatérale de verser un supplément à ses salariés, donc ça sera géré de façon automatique. Et dans le cas inverse, les intérêts de retard, c'est quand l'employeur est en retard par rapport à ses obligations, qui verse les primes d'intéressement de participation trop tard par rapport au légal, et donc il doit payer des intérêts de retard à ses salariés. Et également, gros morceau, l'épargne libre, donc, qui est les versements volontaires, quelle que soit la source en fait, du revenu, que ça peut être du salaire, ça peut être des primes, ça peut être des sommes qui sont bloquées sur des comptes d'épargne-temps, etc. Donc de verser ces sommes sur des plans d'épargne en fait, et de profiter des abondements de l'employeur, comme pour la participation et l'intéressement. On vous donne rendez-vous à la fin mars. En fait, pendant la semaine de l'épargne salariale, on trouvait le clin d'œil intéressant pour un nouveau webinaire qui vous présentera le lot 2, les nouveautés du lot 2, mais on reviendra également sur ce qu'on vous a présenté à la mi-décembre sur le lot 1 pour vous aider en fait à préparer au mieux et à préparer au mieux la campagne en fait, d'épargne salariale courant T2 2024 à venir. Et pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas pu assister au webinaire, dans la base de connaissances sont disponibles le replay du webinaire, les fiches d'aide en ligne qui expliquent le fonctionnement du module et un lien vers la CILIA Academy pour profiter de l'e-learning qui est gratuit et disponible pour tous. Très bien. Alors passons maintenant au sujet donc, des contrôles et des comptes rendus métiers en retour des DSN. Alors vous savez, la qualité, c'est un enjeu majeur maintenant pour les organismes, qualité autour des données DSN. Et donc,
Ce qui se passe actuellement, c'est que voilà, chaque fois que vous envoyez une DSN mensuelle, elle est acceptée. Ensuite, elle est transmise à des organismes qui font leur propre contrôle et qui transmettent aux déclarants des comptes rendus métiers. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a beaucoup de formats de comptes rendus métiers différents. Donc en fonction des organismes, chaque organisme a on va dire son format. Et surtout, le constat qui est fait, c'est que les écarts qui sont notifiés dans ces comptes rendus métiers, les anomalies qui peuvent remonter ne sont pas exploitées, ne sont pas prises en compte aujourd'hui par les déclarants ou peu prises en compte par les déclarants. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que les organismes mettent en place une nouvelle norme qui s'appelle NEORES et qui permet donc de normaliser ces comptes rendus métiers, dont l'URSSAF, bien sûr, a commencé à utiliser depuis maintenant quelques mois. L'objectif de ces CRM, il est double. Le premier, c'est de rendre ces CRM beaucoup plus lisibles et de faciliter la correction, donc la prise en compte de ces corrections par les déclarants, avec si possible une automatisation dans le logiciel. Donc les prochaines étapes, des comptes rendus métiers appelant une mise à jour de la paye. Les prochaines étapes, c'est que l'URSSAF, là aujourd'hui, fait des contrôles pour un mois donné. Quand vous recevez un CRM, ça porte sur la dernière DSN mensuelle. Là, prochainement, ce qui est prévu, c'est de faire des contrôles supramensuels, c'est-à-dire portant sur plusieurs mois, plusieurs DSN. Et ce qui est également prévu, ce sont des CRM de rappel de correction non appliquées. Donc ça aussi, ça fait partie de la norme. Il y a eu beaucoup d'interventions de la part de Net Entreprise et des URSSAF en région. Là, on a trouvé intéressant de vous partager le replay du webinaire de l'URSSAF Pays de la Loire d'octobre dernier. Donc, vous avez le lien, si vous êtes intéressé, qui aborde très largement ces CRM et ces comptes rendus métiers. Alors, concrètement, aujourd'hui, quels CRM sont en production? Donc, le premier, c'est le CRM 118. Donc, c'est un CRM émis par l'URSSAF et la MSA et qui contient donc, les effectifs. Donc, ces effectifs sont calculés à partir des données DSN. Un point important, c'est qu'actuellement, les régularisations que vous pourriez être amené à faire en paye ne sont pas prises en compte par l'URSSAF dans le calcul de ces effectifs. Mais c'est quelque chose qui va évoluer en 2024. Et donc ces CRM 118 sont bien exploités en paye. On vous reviendra tout à l'heure dessus avec Jérémy pour vous montrer comment vous pouvez les consulter, quelle exploitation vous pouvez en faire. Ensuite, on a les CRM 118, 119, donc les CRM principaux qui portent tous les contrôles et les anomalies que peuvent détecter les URSSAF. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une démarche progressive, en fait, pour sécuriser, on va dire, le dispositif, ce système. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde de façon très approfondie tous les retours que vous pouvez nous faire. Et on a des rendez-vous très réguliers avec nos contacts de l'URSSAF, justement, pour analyser les résultats de ces contrôles. Et à l'issue de ces analyses, il y a plusieurs situations. La première, soit ce sont des nouvelles consignes ou des précisions qui sont appliquées, qui sont apportées dans les consignes déclaratives, et du coup qu'on intègre, nous, dans SILAE, dans notre mécanisme de génération de la DSN. Soit ce sont des révisions, voire des suspensions de contrôle qui sont faits du côté URSSAF quand ces contrôles finalement ne sont pas suffisamment précis ou pas adaptés à toutes les situations qu'on peut rencontrer sur le terrain, on va dire, dans les entreprises. C'est arrivé plusieurs fois en 2023. Ou soit, ce sont des consignes qu'on vous transmet à vous, déclarants, soit des paramétrages ou des incohérences qui peuvent y avoir côté dans le dossier et qu'on vous invite évidemment à changer pour que ces contrôles ne se déclenchent plus. Donc concrètement, il va y avoir 36 nouveaux contrôles qui vont être mis en production en janvier, portant sur différentes thématiques, dont le fameux montant net social, le contrôle du nouveau calcul du montant net social. Voilà. Et donc, un autre contrôle très important, un autre CRM très important, c'est le CRM 121 qui concerne les identités des salariés. Donc, vous savez que quand un salarié n'est pas bien identifié, côté organisme, ses droits ne sont pas mis à jour, que ce soit Pôle emploi par exemple ou les droits retraite. C'est-à-dire que même si le salarié cotise sur son bulletin, ces cotisations ne seront pas reportées dans leur dossier, dans les droits au niveau de ces organismes. Donc, ces CRM 121, ils sont émis chaque fois qu'il y a des anomalies détectées.
Et ce qui est intéressant dans ces CRM, c'est que non seulement ils montrent les salariés pour lesquels il y a un problème d'identité, donc soit sur le NIR, le nom de famille, le prénom ou encore la date de naissance, mais ils proposent aussi la correction, c'est-à-dire qu'ils vous donnent quel NIR appliquer, s'il y a une faute d'orthographe, quelle est la bonne orthographe dans le nom de famille, etc. etc. Et donc sachez, je vous invite vraiment à prendre connaissance et à apporter les modifications. Et sachez qu'on va vous proposer là, dans les prochaines semaines une évolution justement pour vous proposer une correction automatique sur la base de ce qui est contenu dans ce CRM. Et puis un autre CRM qui arrive prochainement, le CRM 130, qui concerne donc la MSA et qui portera tous les contrôles et les anomalies donc détectées par la MSA. Il arrive l'été prochain. Alors là, on vous a récapitulé en fait l'ensemble des outils qui sont à votre disposition. Donc, vous pouvez suivre, vous pouvez consulter tous les CRM que vous avez reçus au niveau domaine et au niveau dossier, l'un ou l'autre. Pour chaque CRM, vous avez la liste des anomalies et vous avez une aide, un mémo qui vous explique ce que vous devez faire, quelle est la nature de cette origine et quelles actions vous devez amener. Et surtout, très important, vous avez une page dédiée dans l'aide en ligne. Je vous ai mis le lien en haut à droite. Donc, c'est une aide qui récapitule tous les contrôles, toutes les natures d'anomalies qui peuvent être détectées et qui vous disent quelles actions vous devez mener, voire ne pas mener si, à l'issue des échanges qu'on a avec l'URSSAF, on voit que c'est un contrôle qui est pas suffisamment précis ou qui est amené à évoluer, qui est en cours de révision. Donc là aussi, on peut vous guider en vous donnant les bonnes actions à faire pour traiter toutes ces anomalies. Et puis un petit point important aussi que je voulais attirer votre attention, c'est que les CRM 119, pour rappel, sont émis 4 heures après l'émission de la DSN, donc avant l'échéance. Et donc si vous traitez les CRM 119 avant l'échéance, ça évite aussi des régularisations après le mois suivant. Donc les CRM, le traitement des CRM, si on doit retenir qu'une chose, c'est que ça doit devenir une étape à part entière du cycle de production de la paye, du cycle de paye. Voilà pour ce que l'on voulait vous dire sur le traitement des CRM. Alors on peut zoomer peut-être sur un contrôle particulier, Jérémy, sur l'anomalie taux ATMP. Oui, l'anomalie de taux ATMP, pourquoi celle-là? Parce qu'en fait, l'URSSAF, dans nos échanges avec eux, nous dit que c'est celle la plus courante, en fait, celle qu'elle rencontre le plus et qui est la plus remontée. En fait, pourquoi c'est la plus courante et la plus remontée? En fait, elle est reproductible. Tant qu'elle n'est pas corrigée, elle se reproduira dans les DSN suivantes tous les mois. Donc, elle ressortira tous les mois dans les CRM de contrôle. Côté logiciel, en fait, on vous encourage très fortement à corriger. Pourquoi? Puisque la correction est assez simple et surtout, une fois que vous avez corrigé, SILAE se charge de faire les régularisations de façon automatique de la paye et de la DSN. Donc vraiment, allez consulter l'aide en ligne, regardez dans quel cas vous vous trouvez, c'est documenté, regardez dans quel cas vous vous trouvez et vous pourrez en fait très simplement suivre la marche qui est décrite en fait et vous arriverez à une régularisation très simple en quelques clics. Parlons aussi maintenant des effectifs, j'en ai parlé, les CRM 118, comment est-ce qu'on peut les voir dans le produit, quelle exploitation, Jérémy? Mais on peut les voir depuis la fin du premier trimestre 2023, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette date, ils n'étaient pas remontés, mais dorénavant, ils sont remontés. On peut les voir à 3 endroits. Dans le menu société, là, on peut consulter les effectifs, logique. Dans les menus DOTH, pareil, parce que la DOTH dépend en fait d'un seuil d'effectifs, donc on les a remontés à ce niveau-là. Et le plus important pour nous et le plus important sur ce quoi on voulait zoomer, pardon. Je m'excuse. Sur ce quoi on voulait zoomer, c'est l'analyse d'activité en fait qui permet de sortir les effectifs. C'est intéressant ce qui a été réalisé sur cet écran puisque en-delà d'intégrer les effectifs remontés par l'URSSAF ou par la MSA, sous le tableau qui existait par rapport aux effectifs calculés dans SILAE, il y a une lecture verticale qui doit être faite de cet écran. En fait, le colonnage des 2 tableaux correspond à la même nature d'effectifs. Donc, en un coup d'œil, vous pouvez voir s'il y a un écart entre ce qui est calculé à partir de la base de données SILAE, des données qui sont en paye dans SILAE, et ce qui est remonté par l'URSSAF et la MSA. Alors, sachant qu'en plus, on ne s'est pas juste contenté de remonter ces effectifs et de
et de les afficher à l'écran, en fait, on a apporté des corrections, à peu près 25 ajustements au cours de l'année, sur les effectifs qui sont calculés depuis SILAE. On sait tous que les effectifs, c'est très compliqué à calculer puisqu'il y a souvent des histoires de prorata, de population à prendre en compte ou non, de nombre de jours de présence, etc. Donc, on a essayé d'aller au plus près, en fait, de ce qu'on peut faire. L'idée est de continuer en 2024 avec toujours un affinage, en fait, de ce qui sera calculé depuis SILAE, avec l'URSSAF qui prendra également en compte les régularisations. Donc, ce qui a pour conséquence, on l'espère, vraiment de converger, en fait, entre ce que remonte l'URSSAF et ce que nous, on produit depuis SILAE Pay. Très très bien. Alors pour continuer, donc d'autres évolutions maintenant sur plutôt orientées performance et pour commencer performance fonctionnelle. Donc une évolution, Jérémy, qui était très très attendue, notamment pour les dossiers de type PME. Oui, l'analytique par emploi. Pour ceux qui l'utilisaient, vous connaissez tous l'analytique par pourcentage, en fait, qui permet de définir un pourcentage pour un salarié dans les prises en compte analytiques. Eh bien, on est descendu d'un cran, en fait. On est un petit peu plus fin et on permet d'affecter un pourcentage à chacun des emplois pour un mois pour un salarié. Donc, comme pour l'analytique par pourcentage, le paramétrage peut être importé par fichier plat ou par fichier Excel. Et surtout, ces affectations analytiques, en fait, sont reprises dans les écritures comptables ou dans toutes les éditions qui sont faites depuis SILAE. Une autre évolution qui était aussi très attendue, qui concerne l'historisation des actions au niveau du produit. Oui, une vraie volonté, en fait, d'apporter de la traçabilité sur ce qui se passe dans SILAE, notamment par une historique des connexions qui se connectent sur l'application à quel moment et sur les modifications qui sont apportées, que ce soit au niveau de la fiche, de certaines données de la fiche salarié, de la fiche société et également autour de la production des bulletins de paye. On trace dorénavant qui a supprimé un bulletin de paye, qui a calculé un bulletin de paye, qui l'a contrôlé et qui l'a édité. Et on a également un indicateur pour nous dire si cette personne est un contact ou est un gestionnaire de paye interne qui a un accès direct à SILAE. Ce qui est important de noter, c'est que si vous voulez savoir quelles sont les données tracées, donc c'est référencé dans les lignes, vous avez le lien qui est disponible. Et on va continuer en fait sur 2024, on veut aller encore plus loin pour tracer le plus de données et pour essayer d'avoir une vue complète en fait des modifications impactantes qui peuvent être faites dans SILAE. Très très bien. Alors pour clore cette partie performance, je voulais revenir sur toutes les optimisations qu'on a apportées en 2023. Tout d'abord, sachez que 60% de notre production est maintenant réalisée sur Azure et qu'on va terminer en fait la migration de toutes les plateformes d'ici le mois de mai prochain. Ça, c'était le premier point. Ensuite, donc, les optimisations, effectivement, ça a été quelque chose un chantier très important pour nous en 2023 et qu'on va d'ailleurs poursuivre en 2024. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut... Les points vraiment notables, d'abord sur le calcul du bulletin de paye avec des optimisations qui peuvent aller entre 10 et 40% de gains selon la taille des dossiers. Sur le calcul ADSN, c'est en moyenne 15% de réduction de temps également. On a optimisé les récapitulatifs de paye, également tout ce qui est fin de contrat et les contrats courts, et également des optimisations sur l'état d'avancement qui peuvent s'activer au travers de méthodes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans toutes les méthodes, mais la première, par exemple, méthode et la plus importante, c'est la 346. Je lis mes notes parce que je ne vois pas très bien. Et donc, cette méthode, ce qu'elle permet, en fait, c'est d'avoir un état d'avancement, une version allégée de l'état d'avancement. Actuellement, par défaut, l'état d'avancement propose des fonctionnalités de télétransmission, de fin de contrat de travail, de suivi des AER. Avec la méthode 346, vous pouvez réduire le temps d'affichage en proposant plus ces fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, en fait, elles sont maintenant disponibles dans le suivi des sorties et des AER que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vous invite vraiment à activer cette méthode. Et la deuxième, qui est pour moi très importante aussi, très notable, c'est la 333, qui permet en fait de réduire le temps de génération des écritures comptables par 2 en ne proposant plus la prévisualisation intermédiaire. Voilà, donc beaucoup d'évolutions sur les performances. Donc, je vous propose maintenant de passer à des évolutions qui ont été mises en place pour faciliter les échanges entre vous et vos clients. Donc, lors de cette enquête de productivité dont je vous parlais tout à l'heure,
les échanges en fait sont ressortis comme étant un enjeu majeur pour des gains de productivité. Alors les échanges concernant la bonne compréhension des bulletins et la validation des bulletins, par exemple, les échanges également pour la réception, la collecte des éléments variables ou encore la gestion des arrêts de travail. Autant de sujets sur lesquels nous travaillons actuellement avec MySilae. Et Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est MySilae et son fonctionnement? Merci Muriel. Alors, qu'est-ce que MySilae? MySilae, c'est une nouvelle solution logicielle. C'est une extension naturelle de la paye. MySilae, il faut le voir, ça va établir un lien de communication digitale et moderne entre vous et vos clients. Alors que ce soit votre référent employeur, mais on va aller jusqu'à établir ce lien jusqu'aux salariés de vos dossiers, des dossiers. Alors concrètement, MySilae, ça va se décliner en plusieurs applications. Vous avez une petite illustration à l'écran. Là, on voit qu'il y a une application web accessible depuis n'importe quel navigateur. L'URL est très simple, c'est my.silae.fr, mais également des applications pour accompagner vos clients en mobilité, des applications mobiles natives. C'est-à-dire que vous allez les retrouver dans ce qu'on appelle les applications, les stores d'applications. Alors, vous avez le store d'Apple et le store d'Android. En fonction de votre téléphone, vous accédez très simplement à l'installation pour que MySilae vous accompagne en toute mobilité. Alors, vos enjeux, comme l'a dit Muriel, on s'est concentré sur vos enjeux. Notamment, donc, MySilae va créer un canal de communication pour structurer, standardiser et sécuriser toutes les données que vous échangez. Ça va vous permettre de gagner encore en productivité pour l'établissement des bulletins et de la DSN. Alors concrètement, on va parler de tous les échanges que parfois vous devez avoir, des échanges non structurés. C'est-à-dire, vous avez par exemple partiellement des données par email, peut-être par téléphone, avec des échanges de fichiers. Peut-être qu'entre différents dossiers, vous n'avez pas les mêmes processus. Donc l'objectif de MySilae, c'est de standardiser ces échanges et avec une facilité de déploiement, comme on va le voir. La solution MySilae, on l'a pensée, elle a été conçue de manière modulaire. C'est-à-dire que chacun de vos clients a des problématiques communes, mais a certaines spécificités. Donc c'est pour ça qu'on a conçu des systèmes de modules qui sont activables directement depuis la paye. Alors, dans l'illustration que vous pouvez voir, on a illustré quelques-uns. Donc on a le module congé-absence qu'on va vous présenter. Également le module sur les éléments variables et d'autres modules vont venir, comme par exemple le module sur les entretiens. Alors, comment se configure un module? Alors, c'est vraiment une extension de la paye. C'est depuis votre environnement de paye que vous pouvez activer un module sur un dossier. Vous pouvez également le configurer directement depuis la paye. Et on a conçu le système de modules aussi pour être préconfiguré avec des modèles, des configurations par défaut, qui vont couvrir les besoins, par exemple, de 80% de vos clients, mais avec la capacité d'arriver dans des paramétrages avancés pour vous-même faire ce paramétrage ou même le déléguer à votre référent MySilae. Alors, MySilae est déjà une réalité aujourd'hui, puisque c'est en production depuis quelques semaines. Nous avons plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs qui utilisent le module congé-absence, que ce soit via l'application web ou l'application mobile. Alors, le module congé-absence permet effectivement de poser un congé, une absence, de valider pour les profils qui sont managers ces congés et absences, mais également d'accéder aux bulletins de salaire et aux documents qui sont dans la GED de la paye. On va vous lancer une petite vidéo en 3 parties. On va voir l'activation de MySilae dans la paye, les applications mobiles, ainsi que l'application web. Donc là, dans cet écran-là, vous êtes dans la paye et on va constituer des équipes pour soutenir les congés et absences. Donc là, en glisser-déposer, on a créé un premier manager, on lui a adressé deux salariés et une deuxième équipe avec un manager et un salarié. On sauvegarde cette configuration et ensuite on accède à l'écran principal de configuration de MySilae. On voit, vous voyez, avec l'icône vert que le MySilae est activé et on peut accéder à un ensemble de paramétrages, notamment par exemple des systèmes de blocage sur certains types de congés absences, la capacité également
de travailler sur la visibilité des dossiers et des équipes entre salariés. Et également, il y a une zone, vous voyez, sur la partie bulletin, avec la capacité, en cochant simplement cette case-là, les bulletins seront transmis automatiquement dans les environnements MySilay. Maintenant, cet écran-là que vous connaissez, c'est un écran de paramétrage, des partages des types d'absences possibles et des congés possibles dans MySilay. Donc vous activez simplement les congés que vous voulez partager. Maintenant, on va accéder par exemple à la liste des salariés pour pouvoir inviter les salariés à utiliser MySilay. On peut les cocher simplement dans la liste ou les sélectionner globalement, massivement. Et une fois qu'on a configuré, cet écran est validé, chaque salarié recevra un email qui lui expliquera comment installer l'application. Donc là, on est dans l'application mobile. Je suis en mobilité, je suis manager, je suis dans les transports en commun ou dans la rue. Et vous voyez, je vois très simplement mes demandes en cours avec une synthèse et je peux accepter une demande. Je peux accéder aussi à la liste complète des demandes que je dois faire. Je peux en sélectionner une et la valider. On a prévu plusieurs styles d'ergonomie. On retrouve des ergonomies, vous voyez, en interagissant très simplement, en slidant sur l'écran. Et on peut aussi valider massivement toutes les demandes. Donc là, c'était pour la partie validation du manager. On va passer maintenant à la visualisation des congés et des absences de l'ensemble des équipes en tant que manager. Donc vous voyez, j'ai un calendrier que je peux avoir une vue mensuelle, une vue hebdomadaire. Je peux aller très simplement dans les semaines à venir. Et pour le cas, on va vous montrer comment on peut aussi créer une absence pour le compte d'un salarié, par exemple, qui serait malade. Vous voyez, on sélectionne le type d'absence, on met un commentaire, on valide, et automatiquement ces données vont être disponibles en temps réel dans les bases de la paye que vous retrouvez automatiquement dans votre environnement paye. On voit que l'absence a été posée. Donc ça, c'était pour les applications mobiles. Maintenant, on va passer à l'application web. Donc là, je suis dans mon navigateur. J'ai un tableau de bord où je peux retrouver mes compteurs. Ça, je suis sur mon espace personnel. Je peux voir également mes bulletins. Je peux les télécharger. Je peux avoir une preview des bulletins. Je ne l'ai pas montré, mais ces bulletins sont aussi accessibles dans l'application mobile. Je peux accéder à mon agenda. Je retrouve mes compteurs. Je peux faire des simulations pour voir l'évolution de mes compteurs dans les mois à venir. Et je peux également poser une demande, un congé, directement depuis l'application web. Maintenant, si on passe dans la partie manager, donc là, je vais accéder, par exemple, on vous a montré un cas de multi-société. Donc, je peux soit filtrer par société, soit prendre la globalité des sociétés avec leurs équipes. Donc là, je peux visualiser très simplement, vous voyez, par équipe, les congés qui vont venir. En sélectionner un qui était en attente avec un petit sablier et le sauvegarder, le valider, pardon. J'ai accès aussi à tout l'historique de toutes les absences et congés à venir qui ont été validés avec leurs états, mais également je peux voir l'historique de tout ce qui a été validé par le passé. Voilà pour cette vidéo de démo. Alors maintenant, on va faire un focus sur un des modules qui va arriver. Donc c'est le module des éléments variables. Donc il est très attendu, hein, d'après toutes les études qu'on a vues. Voilà, c'est un élément très important dans les échanges. Donc les éléments variables, on va standardiser la capacité de pouvoir donc mettre à disposition. Vous allez pouvoir mettre à disposition les éléments variables que vous souhaitez partager. Donc vous avez complètement le contrôle. Vous avez à l'écran une capture d'écran du futur module qui vous montre effectivement, vous avez la capacité de choisir pour chaque dossier les éléments variables que vous souhaitez partager, les réordonner pour apporter de la cohérence et même changer les libellés si vous voulez clarifier la sémantique de certains éléments variables pour votre référent employeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les éléments variables, ce sera évidemment un module disponible dans l'application web, mais on le retrouvera aussi même dans l'application mobile. Pour que la promesse, c'est de pouvoir faire en mobilité complètement cet échange avec votre employeur. Et on ira même jusqu'à adresser
le salarié, parce que vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'activer par exemple le partage des heures supplémentaires, et ce sera les salariés eux-mêmes, si la configuration l'autorise, qui pourront les saisir. La dernière partie qu'on voulait vous présenter, c'était notamment la sécurisation et la dématérialisation du flux de remise de bulletins. Donc c'est déjà une réalité aujourd'hui pour tous les utilisateurs de MyCLA. Ils retrouvent leur duplicata de bulletins, on l'a vu dans la démo, directement depuis l'application mobile ou depuis l'application web. Donc on va travailler sur justement un nouveau processus, le processus de validation des bulletins brouillons. Donc ça va arriver dans les semaines à venir. Donc l'objectif, effectivement, c'est vous allez pouvoir mettre à disposition pour validation les bulletins brouillons, et l'employeur, celui qui va être nommé pour faire cette validation, va pouvoir le faire depuis son application web, mais également depuis l'application mobile, et vous allez pouvoir ainsi collecter l'ensemble des validations de chacun des bulletins. On va retrouver aussi, on va aussi travailler sur la remise du bulletin original, et ce qui est très intéressant, c'est parce que voilà, pour éviter effectivement le fait d'envoyer les bulletins de manière non sécurisée, là, MyCLA, c'est vraiment le canal. En un clic, vous êtes capable de transmettre jusqu'au salarié son bulletin original. Voilà. Très clair. Merci, merci beaucoup, Nicolas. Donc, si on synthétise tout ce qu'on vient de voir, donc MyCLA, c'est une solution donc totalement intégrée à la paye. C'est une extension de la paye composée donc d'une application mobile et d'une application web. Donc, je le disais, directement connectée à la paye. Le déploiement est simple, il se fait directement à partir de la paye. Il n'y a pas d'installation ou de paramétrage technique à faire. Et donc, c'est un lien entre vous et vos clients. Donc, ça vous permet de collecter tous les éléments utiles, nécessaires pour la paye. Donc, déjà, les congés absences, qui c'est déjà disponible. Très prochainement, les éléments variables de paye. Et donc, et également, dans l'autre sens, ça vous permet également, en lien avec vos clients, de leur transmettre les éléments, les documents dont ils ont besoin. Actuellement, les salariés donc, de vos clients peuvent accéder aux duplicata de bulletins. Vous allez prochainement pouvoir partager avec le référent chez vos clients les brouillons, les bulletins brouillons, et même on va mettre en place un système d'approbation qui vous permettra donc de réceptionner le OK ou le KO de votre client s'il n'est pas en phase avec les bulletins brouillons. Et puis on vient d'en parler, la remise également des bulletins de paye originaux. Donc d'autres briques fonctionnelles vont suivre. Nicolas en a parlé. Ce qui distingue MyCLA d'une solution, je dirais, classique, par exemple, de congé absence, c'est qu'elle est totalement intégrée à la paye. Elle partage les mêmes bases de données. Donc, les compteurs sont exactement ceux de la paye, les compteurs de congé, par exemple. Les éléments variables exposés, ce sont ceux du dossier, ceux que vous avez sélectionnés comme étant saisissables par votre client, mais ce sont ceux du dossier, il n'y a rien de nouveau à créer. C'est vraiment totalement intégré, connecté au dossier que vous avez en paye. Voilà donc tout ça, ça en fait une solution vraiment adaptée à vous, gestionnaire de paye. Et c'est donc avec cette solution, effectivement, vous allez aussi pouvoir définitivement oublier, abandonner les envois notamment de bulletins par email non sécurisés, comme que ce soit les bulletins brouillons ou les bulletins originaux. Donc on vous a mis également dans l'encadré en bas à droite donc des liens vers de la documentation. Même si c'est très simple, voilà, vous pouvez accéder donc soit à des webinaires, soit à des liens pour mieux comprendre le fonctionnement de cette solution. Voilà ce que l'on voulait vous dire sur MyCLA. Donc, pour continuer sur cette partie actualité produit, nous allons maintenant aborder des outils le reporting avec Mickaël qui vient de nous rejoindre. Mickaël. Merci Muriel. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de CLA BI, donc vous présenter les problématiques qu'elle adresse et surtout en quoi elle peut vous faire gagner de la productivité sur vos dossiers. Donc CLA BI, c'est quoi? Donc en fait, c'est une solution plug and play, donc elle ne nécessite pas de formation, elle est facile à mettre en place en seulement quelques clics. Elle répond principalement à deux problématiques. Donc plutôt sur du coup les obligations sociales de plus de 50 salariés. Donc elle permet notamment de créer la B2SE ainsi que l'index d'égalité femmes-hommes en seulement quelques clics. Alors qu'habituellement une B2SE par exemple au travers de divers exports Excel peut prendre plusieurs jours hommes à un DRH ou à
à un gestionnaire. Elle permet également, toujours dans une solution full web, de répondre à des besoins de pilotage RH, avec d'une part des tableaux de bord de pilotage RH tout de suite disponibles, et également la possibilité de créer soi-même ses propres rapports sur mesure avec des millions de possibilités. Et je le rappelle que les partenaires peuvent du coup dupliquer ces rapports pour l'ensemble de leurs clients. Donc, comment activer cette offre ? Donc, pour activer cette offre, il suffit de passer par le SILA Hub. Donc, le SILA Hub, je rappelle que c'est un portail d'activation des offres complémentaires, comme la note de frais ou SILA BI. Il est disponible directement dans votre interface de paye depuis quelques mois déjà, avec le petit bouton « Activer un service ». Et dans ce portail, vous allez retrouver l'ensemble de vos dossiers que vous aviez également dans la paye dans un environnement sécurisé. Donc ce portail est très simple et intuitif. Il vous permet d'activer ces offres et donc de provisionner l'ensemble des données pour faire fonctionner ces offres. Ensuite, directement, toujours depuis ce SILA Hub, vous pouvez accéder aux offres comme quand vous l'avez activé SILA BI pour votre client. Donc, dans la vidéo dans la vidéo que vous pouvez voir à l'écran, immédiatement après avoir activé SILA BI, vous allez retrouver un ensemble de tableaux de bord interactifs pour vos clients. Vous pouvez trier par entreprise ou par regroupement d'entreprises, comme pour, par exemple, une US. Mais dans une dynamique de gain de productivité, pour répondre à l'obligation légale de l'index d'égalité femmes-hommes que vous devez faire avant le 1er mars de cette année pour l'année 2023, on va créer du coup un index en seulement quelques clics. Alors, pour créer un index, il suffit de renseigner quelques paramètres. Donc, par exemple, on peut le faire sur une année civile, une année fiscale, on peut le faire sur une US pour une entreprise. Donc là, c'est un index, par exemple, pour 250 salariés et plus. Une fois que cet index est créé, on a l'ensemble de nos indicateurs que le client peut éventuellement venir récupérer son rapport. Il peut également le partager à son CSE. Donc, c'est une solution full web auquel les membres du CSE peuvent également accéder. Et ensuite, il est possible de le publier également sur EgaPro. Je rappelle que l'ensemble des données peuvent être également modifiées dans l'interface. Enfin, toujours dans un processus donc, du coup, d'étape par étape, on peut également créer la BDESE, donc la base de données économiques, sociales et environnementales, qui est également obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, ce rapport est un ensemble d'environ 200 indicateurs. Donc, tous les indicateurs légaux y sont inclus. Vous pouvez prendre les indicateurs selon des recommandations, donc 50 à 250, 300 et plus, ou les sélectionner vous-même. À peu près 50% des indicateurs sont automatiquement calculés depuis les données de la paye, mais une partie de ces indicateurs ne le sont pas, comme le chiffre d'affaires, les bénéfices. Donc du coup, dans les étapes suivantes de la saisie, vous êtes accompagné pour saisir l'ensemble de ces indicateurs, avec le texte de loi pour vous aider à y saisir ces informations. Donc on reste conforme au réglementaire. Enfin, après, vous avez une étape des commentaires, où vous pouvez parler, par exemple, de la perspective et des évolutions des années N+1, N+2, N+3. Et vous pouvez également venir y ajouter des annexes pour constituer une BDESE plus complète. Enfin, toujours comme l'index d'égalité femmes-hommes, vous pouvez publier cette BDESE, qui sera donc accessible aux membres du CSE. Je rappelle que la BDESE doit être en permanence disponible à l'ensemble des membres du CSE, et ce, en toute transparence. Donc, comme vous avez pu le voir, activer SILA BI et répondre à ces obligations comme la BDESE ou l'index se fait seulement en quelques minutes dans une interface simple et intuitive. Au-delà de ça, la solution permet également d'offrir un ensemble de tableaux de bord interactifs et de création de rapports pour faire du pilotage RH. Voilà. Donc, je vous invite désormais, si vous le souhaitez, à participer à des webinaires qui ont lieu du coup chaque lundi à 11h pour vous en tant que partenaire. Mais il y a également des webinaires à midi pour vos clients. Enfin, il y a également des webinaires thématiques, comme sur les usages mensuels de SILA BI, pour vous expliquer comment faire gagner de la productivité à vos clients en utilisant les pilotages, les tableaux de bord interactifs et les rapports personnalisés. Nous avons également un webinaire dédié à la BDESE qui, je le rappelle, le premier trimestre de cette année, c'est le moment pour faire ce rapport pour vos clients. Et dans ce webinaire, on vous explique comment le déployer et comment également commercialiser la BDESE. Et enfin, quand vous êtes prêt, vous avez un webinaire qui vous explique comment démarrer en quelques minutes sur SILA BI. Enfin, sachez que pour chacun de vos clients, vous avez 30 jours d'essai gratuits
pour vous et le client, ce qui vous permet donc de démarrer votre dossier et de donner accès à la solution à votre client pour en être sûr. Et pour 2024, sachez qu'on travaille sur des tableaux de bord qui vous seront dédiés à vous en tant que partenaire pour piloter votre activité. Et enfin, on va profiter du volume de données qu'est Silay pour proposer des indicateurs de benchmarking afin de proposer des indicateurs plus pertinents pour vos clients dans leur aide à la décision. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Mickaël. Alors pour clore cette partie évolution produit, j'ai trouvé intéressant de vous remettre cette slide que nous vous avions présentée il y a un an, presque jour pour jour, et qui était donc nos priorités produits pour 2023. Et donc vous voyez via un jeu de couleurs le bilan de ce qui a été réalisé et même au-delà. Donc nous allons maintenant aborder donc la dernière partie de cette présentation avec nos priorités produits justement pour 2024. Et nous allons aborder tout d'abord les outils digitaux que nous allons mettre à vos dispositions, que vous allez découvrir dans quelques jours. Et pour commencer, Xavier, l'aide en ligne, une toute nouvelle aide en ligne. Merci beaucoup Muriel. Donc oui, cette nouvelle aide en ligne constitue la première annonce sur les outils digitaux. Et voilà, ça s'inscrit dans notre démarche d'amélioration continue et de recherche d'optimiser votre expérience utilisateur. Comme vous le voyez depuis le début de la présentation, l'aide en ligne est un support clé pour vous diffuser du contenu. C'est une mine d'informations pour vous, pour exploiter au mieux nos solutions. Donc, si on fait un petit retour en arrière, pour rappel, cette aide en ligne, elle existe depuis un peu plus d'un an et demi. Il y a un an et demi, nous avions migré l'intégralité de nos contenus sur Document 360. Et vous nous avez fait de nombreux retours. Voilà, fort de cette expérience acquise par nos équipes et de vos retours, on a cherché à aller encore plus loin avec cette nouvelle aide en ligne. Donc, depuis 3 mois maintenant, nos équipes travaillent à vous proposer un espace qui se veut plus performant, avec un meilleur moteur de recherche. On sait que c'était un peu la lacune de celui d'aujourd'hui. Également, une meilleure ergonomie de navigation et une expérience de lecture améliorée. Donc, du coup, pour vous illustrer tout ça, je vous propose une petite vidéo pour vous le présenter en avant-première. Donc, voici comment se présente la nouvelle aide en ligne. Donc, dans la bannière du haut, vous avez, comme expliqué, le moteur de recherche qui se veut bien plus performant. Pour accéder à l'intégralité des ressources de Silay. Vous avez des liens rapides pour accéder à l'ensemble de nos bases de connaissances et un raccourci pour naviguer en un clin d'œil dans les différentes rubriques de l'aide en ligne possibles et également dans la bannière épingler les articles les plus populaires ainsi que les mots-clés recherchés. Ensuite, nous avons intégré une bannière sur toutes nos actualités pour que vous soyez toujours à jour. Et ensuite, on arrive dans le cœur de l'aide en ligne, organisée en rubriques, qui a été un peu repensée, simplifiée pour qu'elle soit plus claire et plus lisible. On peut, si on rentre au niveau, ici on voit les derniers articles publiés. Et si on rentre dans une rubrique, on voit qu'elle est classifiée en sous-rubriques avec la liste des articles proposés. Donc comme ça, en un clin d'œil, on voit son contenu et on peut directement aller viser ce que l'on cible. Si on rentre au niveau d'un article, on voit qu'on a laissé plus de place au contenu en élargissant l'espace de lecture pour que ce soit plus fluide. On a toujours le bandeau à gauche pour pouvoir naviguer dans l'intégralité de la base de connaissances. Et on vous propose, sur la partie de droite, un menu pour naviguer dans les différentes sections de l'article. Ceci afin de vous proposer une meilleure expérience de lecture, un accès plus facile au contenu et voilà, améliorer la navigation dans cette base de connaissances qui arrive tout prochainement. Dans les prochains jours, on vise le 29 janvier. Très bien. Donc vous voyez une nouvelle aide en ligne, une nouvelle structuration de cette aide en ligne pour que vous y retrouvez plus facilement, un moteur de recherche plus performant, plus efficace. Et bien sûr, ce qui fait aussi l'intérêt de cette aide en ligne, c'est sa richesse. Et Agnès, je crois que tu voulais nous parler des synthèses conventionnelles. Oui, tout à fait, Muriel. On sait très bien que c'est quelque chose que vous appréciez, que vous consultez souvent. On sait aussi qu'il y a eu un certain retard dans ces mises à jour. Alors, sachez que nous avons déployé et que nous déployons encore tous nos efforts pour vous proposer des synthèses conventionnelles mises à jour, ainsi que la mise à disposition de tous les documents conventionnels sur lesquels nous nous basons pour vous livrer nos paramétrages. Très bien.
Alors, dans la continuité donc, de cette aide en ligne, Xavier, un nouveau formulaire d'assistance. Oui, tout à fait. Nous en avons profité pour repenser le formulaire de contact que vous connaissez aujourd'hui. Celui-ci se trouve maintenant intégré à l'aide en ligne dans l'idée de vous simplifier l'accès à l'information et de créer plus d'interactivité avec vous et de vous faciliter les échanges entre vous et nous. Ça se veut un formulaire, donc, comme je l'ai dit, interactif, donc capable de vous proposer du contenu adapté, ciblé à votre navigation et à vos recherches. Ce qui va nous permettre de mettre fin aux réponses automatiques qui, je sais, est générateur de beaucoup de frustration chez nombreux d'entre vous. Donc voilà, grâce à ce nouveau formulaire, nous arrêterons ce point. Ça nous permettra également de proposer un formulaire plus complet et du coup d'avoir un recueil d'informations plus exhaustif pour un meilleur traitement de vos demandes. Et dernière chose, non pas des moindres, je sais que c'est souvent demandé par vous, gestionnaire de paye, à pouvoir accéder à la liste de vos tickets. Donc là également, je vous propose une petite vidéo pour illustrer ce que je vous avance. Donc voici comment se présente. Le bouton restera le même que celui qui est en paye et vous basculerez sur cet écran le choix entre soit une demande de paramétrage, soit une demande d'assistance. Ici, on a le formulaire d'assistance. Un bandeau de navigation avec des articles ciblés sur votre navigation. Tout votre contexte de paye est récupéré. Vous avez là encore le choix du thème. Là aussi, des contenus d'articles vous sont proposés en fonction du thème choisi. Un petit lien PrivNote si jamais votre dossier est protégé par mot de passe. Le moment pour détailler votre demande. Et en bas, une petite option si vous voulez un peu plus d'informations, si une formation existe sur cette thématique. Si maintenant je passe côté demande de paramétrage, voilà, là encore, on a un contenu qui vous est proposé, adapté à ce que vous recherchez. Et si vous choisissez des thèmes, on arrive sur un parcours un peu guidé qui vous demande en fait l'intégralité des informations nécessaires au bon traitement de votre demande. Ici, on est sur une demande de paramétrage de prime. Donc, on cherche à vous exposer en fait toutes les informations dont nous avons besoin pour traiter à bien votre demande, pour être ainsi plus direct et plus efficace dans la prise en charge de vos demandes. Si on arrive à la fin de la saisie de ce formulaire, là maintenant, on a accès au récapitulatif de sa demande. On peut encore la compléter à ce moment-là. Et comme je vous l'ai dit, en haut à droite, vous pouvez accéder à toutes vos demandes postées avec des équipes, à accéder à tout l'historique de vos demandes. Je sais que c'est un point très attendu. Donc la partie formulaire, elle arrive en même temps que l'aide en ligne, le 29 janvier. Très bien, donc un accès à l'historique de vos demandes qui effectivement était très attendu, un formulaire dynamique en fonction de votre demande qui vous guide dans votre demande. Et donc, selon les thèmes que vous avez choisis. Et il y a un thème, je crois aussi, Agnès, sur lequel tu voulais attirer notre attention. Oui, j'en profite pour remettre mon petit grain de sel et vous refaire un appel du pied sur ce que je vous ai dit précédemment. Donc, n'hésitez pas à user et à abuser de la thématique actualité, transmission de documents juridiques pour nous faire parvenir tous les documents que vos clients vous font passer et qui sont très précieux pour nous, je le redis, pour l'analyser et pour nous permettre de vous livrer les paramétrages en temps et en heure et que vous attendez. Très bien. Et donc, toujours pour mieux vous accompagner au quotidien sur l'utilisation du logiciel, un tout nouveau service, la communauté Silae. Oui, tout à fait, Muriel, merci. Donc oui, nous, dans notre volonté d'aller encore plus loin dans la collaboration et dans votre expérience utilisateur, nous sortons une communauté utilisateur. Donc ça se veut être un espace communautaire, pensé pour vous, utilisateurs de nos solutions, donc avec deux axes importants qu'on retrouve dans cette communauté. Le premier, c'est de pouvoir accéder à des contenus exclusifs tels que nos webinaires, les replays de nos webinaires, l'agenda de nos webinaires et les replays, les nouveautés et les actualités autour des produits et encore d'autres choses à venir. Voilà, on veut vous donner vraiment toutes les clés de réussite pour exploiter au mieux à travers cette plateforme nos outils. Et le deuxième axe le plus important de cette communauté, c'est un espace d'échange entre pairs, vous, gestionnaires de paye, et également avec nos experts, les experts Silae, pour pouvoir collaborer. Voilà, on sait que la collaboration et l'entraide sont une force et on veut que vous en fassiez partie. Donc on est déjà en pilote sur cette communauté depuis quelques semaines maintenant avec quelques-uns d'entre vous.
Et donc voilà, on s'apprête à la sortir dans les prochains jours. Cette communauté se veut libre d'accès, mais pour autant, la collaboration et la contribution sera exclusif et réservée uniquement à vous, utilisateurs de l'API. Donc là encore, je vous propose une petite vidéo en avant-première pour vous illustrer. Donc on a un lien public qui est affiché ici. Avec un bouton depuis la paye, vous pourrez vous créer un profil qui vous amènera sur une page profil. Vous pourrez définir votre nom d'utilisateur, définir vos éléments de profil, définir votre mot de passe. Et donc, vous créez un compte et pouvoir accéder et collaborer directement sur la plateforme. La plateforme, on y retrouve donc différentes fonctionnalités. Comme je l'ai dit, on a un premier espace qui est l'espace forum, clé, donc avec un espace bienvenu, avec toutes les règles et les bonnes pratiques pour exploiter au mieux la communauté. Un espace dédié du coup à la paye pour vos conversations, vos échanges, vos partages de bonnes pratiques autour des grandes thématiques de la paye. On va avoir l'actualité paye, donc qui va être voilà, les publications sur les nouveautés et sur l'actualité autour du produit. Un espace événement, vous allez avoir l'agenda de l'intégralité de nos événements, qui soient physiques, tels que les salons, ou digitaux tels que les webinaires, avec la possibilité, toutes les informations et la possibilité de vous inscrire directement depuis cet endroit. Et également la possibilité d'avoir accès depuis cet endroit à l'ensemble des replays sur les webinaires passés. Et là, en deux secondes, je vais vous montrer comment il est simple de collaborer et de contribuer sur la plateforme. Vous avez la possibilité en haut à droite de créer un sujet. Vous définissez quel type, est-ce que c'est une question ou est-ce que vous voulez partager une information. Vous définissez un titre, une description, vous choisissez à quel endroit du forum vous voulez poster. Et c'est parti. Vous pouvez vous lancer sur la communauté. Donc, nous visons également la date du 29 janvier pour la sortie de cette communauté. Donc, nous vous y attendons nombreux. Restez connectés pour cela. Merci beaucoup Xavier. Donc vous l'avez compris, beaucoup de nouveaux outils digitaux pour mieux vous accompagner, pour mieux vous servir au quotidien. Et donc voilà, renforcer notre collaboration et aussi votre autonomie pour plus d'efficacité. Alors je vous propose maintenant d'aborder les priorités produits pour 2024. Donc, ces priorités produits, donc il y a 3 axes principaux. Le premier axe, c'est la conformité, c'est-à-dire que nous souhaitons continuer à améliorer ce qui a fait le succès de Silae, c'est-à-dire une automatisation toujours plus forte des calculs de paye notamment. Alors évidemment, avec toute la partie évolution réglementaire légale, on va dire, et conventionnelle, également DSN. Mais pas que. Notre idée, c'est aussi, ce que nous allons faire cette année, c'est aussi fiabiliser des paramétrages complexes, comme par exemple la RGC. Et ça s'inscrit en fait dans une démarche qui va être menée cette année aussi avec les organismes en vue de ce qui nous attend en DSN 2025, où il y aura d'autres informations. Enfin, il va falloir être plus précis dans la déclaration, par exemple, de la réduction générale de cotisation, des quotités de travail, du plafond de sécurité sociale, etc., etc. On veut aussi élargir le périmètre que l'on couvre en termes d'automatisation et on commence à travailler actuellement sur tout ce qui est RAG, c'est-à-dire rémunération annuelle garantie pour certaines conventions. On va poursuivre tous nos travaux autour des contrôles et des régularisations DSN. Et donc je ne reviens pas sur les nouveautés qu'on vous a proposées, qu'on va vous proposer le 29 janvier prochain concernant le support, tous les outils digitaux pour le support. Alors un deuxième axe qui concerne cette fois-ci plus la performance, pour vous aider à gagner de nouveaux clients et à optimiser aussi tous vos processus de paye. Donc le premier, on va continuer donc à travailler sur les optimisations techniques, j'en ai déjà parlé, mais on va aussi travailler sur la partie, on va lancer un chantier sur la partie flux EDI, donc simplifier tous les paramétrages autour des déclarations EDI et le suivi, le pilotage des déclarations EDI. Donc un point qui est remonté aussi, donc vous l'avez compris, qui était un enjeu fort dans tout ce qui est productivité, ce qui est remonté dans l'enquête de productivité, c'est toute la partie démarrage de dossier. Donc là aussi, on va lancer un chantier pour optimiser tout le processus de démarrage et aussi les mécanismes d'import DSN pour être encore plus performants.
Et puis, on lance également un chantier sur tout ce qui est ergonomie. Alors, quand on parle d'ergonomie, ça peut être des fonctions type des duplications de fiches, des copies de paramétrage d'un dossier à l'autre, par exemple, mais également un chantier sur la modernisation des interfaces de la paye. Alors, performance fonctionnelle, donc on va poursuivre, Jérémy en a parlé tout à l'heure, tout ce qui concerne l'épargne salariale, notamment l'épargne libre. On est en train de finaliser aussi une fonctionnalité qui va vous permettre de dématérialiser tous les documents de sortie. On va aussi, toujours dans la continuité du démarrage des dossiers, on va travailler aussi sur des outils plus simples de paramétrage et de personnalisation, notamment quand il y a des accords ou des règles d'entreprise. En particulier, paramétrage des cotisations société, des cotisations globales à la société, et puis tout ce qui est maintien maladie et paramétrage des primes, qui est donc un sujet qui revient fréquemment. On a parlé de reporting tout à l'heure avec Mickaël, on prévoit l'année prochaine aussi, dans les prochains mois, des tableaux de bord de productivité, vraiment orientés pour votre domaine, la production de la paye, et puis des indicateurs de benchmarking également dans les prochains mois. On va poursuivre, Jérémy en a parlé, dans la partie sécurité, tout ce qui est historisation, traçabilité des actions dans le produit. Et on va bien sûr continuer nos investissements sur tous les outils qui font le lien entre vous et vos clients avec MySilay. Nicolas, quelles sont les prochaines grandes étapes ? Oui, alors sur la thématique de la préparation et de la distribution de la remise des bulletins, comme on vous l'a dit, on travaille sur le module des éléments variables qui se déclinera, donc toutes les thématiques qu'on va aborder vont se décliner sur les applications web et les applications mobiles pour vos clients. On va travailler sur la remise la remise et la validation des bulletins brouillons, capacité de valider directement depuis l'application web, mais depuis l'application mobile également, et ainsi que la remise des bulletins originaux. Si on prend la thématique des congés absences, donc là, qui est en production, mais on a des demandes et on a des évolutions de prévues, notamment sur les workflows, les circuits d'approbation un peu plus sophistiqués, c'est à plusieurs niveaux. Si votre client décide d'avoir une validation N+1, N+2, il va pouvoir le faire très simplement et le configurer lui-même. Et dans la même thématique, on va aborder toute la partie télétravail. Alors, télétravail, on l'a mis dans les congés absence, même si ce n'est pas des congés d'absence, mais comme on se base effectivement sur des calendriers d'équipe, c'est aussi un endroit privilégié pour pouvoir voir la présence ou ces équipes en distanciel. Également, on va travailler sur les arrêts de travail. Alors là, les arrêts de travail, c'est un cas très intéressant, justement pour la partie mobilité, parce qu'on aura un salarié aura la capacité, par exemple, en sortant directement de son médecin, par exemple, de scanner depuis son mobile sa fiche d'arrêt de travail et de l'envoyer dans un processus de récupération, de validation sécurisé. Et sur la partie gestion administrative, donc là, on va traiter les entrées-sorties, encore pour fiabiliser encore plus l'intégration dans MySilay et notamment pour la partie sortie. Il y a un cas d'utilisation très intéressant, justement, c'est la remise des documents de sortie du salarié pour sécuriser cette remise et au plus près du salarié. Et dernier point, ça concerne les entretiens. Donc là, on parle de la partie réglementaire des entretiens qui seront disponibles dans MySilay, notamment les entretiens professionnels avec une préconfiguration déjà en fonction de votre convention collective et de votre contexte. Beau programme. Merci Nicolas. Alors nous arrivons à la fin de cette session. Je voudrais vous rappeler quelques points importants, quelques points clés de cette présentation. D'abord, les points de vigilance qui concernent l'actualité légale. Donc surveillez bien les communications que nous allons faire concernant la fusion de l'hospitalisation privée et du thermalisme. Comme vous le savez, on est toujours en attente d'une des conditions pour la mettre en application. Ensuite, concernant la DFS, donc la DFS, oui, si vous voulez, donc on automatise maintenant la dégressivité des taux, mais vous avez une intervention à faire dans la fiche salariée pour mettre en place cette automatisation. Consultez régulièrement la page métallurgie, la page d'aide en ligne métallurgie, et en particulier la FAQ. On veut vraiment que cette migration vers cette convention collective se passe le mieux pour vous, dans les meilleures conditions, et on continue à enrichir au fil de vos retours cette FAQ.
Et attendez bien le 25 janvier avant de commencer à générer vos DSN pour qu'elles soient dans la norme DSN mensuelle de janvier, pour qu'elles soient dans la norme 2024. Ensuite, des fonctionnalités clés qu'on vous invite, qu'on vous encourage à adopter. Alors l'épargne salariale, le nouveau module d'épargne salariale, le tableau de bord de suivi des fiches de paramétrage des organismes complémentaires, le circuit dérogatoire pour les contrats courts de type CDDU pour optimiser. Chaque fois que vous gérez une embauche, transmettez une SADV 01 de type 01. Des méthodes à activer pour optimiser les temps d'affichage, en particulier de l'état d'avancement, je vous en ai parlé. Et important, donc intégrez bien dans votre cycle de paye le traitement des comptes rendus métiers de type NeoRes, donc les comptes rendus URSSAF et également tout ce qui est identité. Et, très important, on vous invite vraiment à adopter MySilay. Vous avez compris, hein, c'est un outil, c'est simple, c'est intégré à la paye et c'est quelque chose d'essentiel pour vous, pour faciliter, faire le lien entre vous et vos clients. Et n'oubliez pas de vous connecter à la communauté Silay dès le 29 janvier prochain. Voilà, nous mettons fin à cette session. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout et et on espère que vous avez trouvé toutes les informations utiles pour bien démarrer ce début d'année. Très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci.